loin du compte. Oui, bien, je pense qu'on peut commencer, puis on les acceptera en cours de route. Parfait, je m'occupe de ça. Parfait, bien, merci. Ben, salut tout le monde. Moi, je me présente, Mylène Vien, chargée de projet à Raphaël. Puis là, on est tous très heureux de vous présenter l'outil La Passerelle qu'on a développé avec Christian de A10S et Yannick de Atemi qui sont avec nous. Donc, La Passerelle, ils vont vous l'expliquer plus en détail, là, mais essentiellement, c'est un projet vraiment très bénéfique pour les organismes culturels qui permet de lier la base de données là où on range toutes les informations là, de Airtable et de rendre le tout super facilement transportable sur les sites web WordPress. Donc, moi, j'ai travaillé au développement là, en collaboration avec Christian et Yannick et je peux vous dire que c'est quelque chose de très facile au quotidien à gérer. Là. Donc, on espère que vous pourrez en profiter. Puis évidemment, c'est un projet qu'on a eu le soutien du Conseil des arts et lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. Donc, dans le fond, je vous laisse déjà entre les mains de Christian et Yannick qui vont pouvoir vous en parler davantage. Je vais surveiller les questions dans le chat si jamais vous en avez. Merci. Ben, merci Mylène. Bonjour tout le monde. Content de vous voir. Je reconnais plusieurs visages ou avatars ou icônes. Ben, pour tout le monde. Donc, enchanté. Je me présente, Christian Roy. Je suis consultant chez A10S, qui est une boîte qui fait des projets numériques s'appliquant au secteur culturel et s'intéressant aux données, dont en grande partie plusieurs projets avec la base de données Airtable. Et c'est beaucoup à cause de ça que je vais être impliqué dans le projet aujourd'hui. C'est moi qui vais faire la présentation plus théorique, puis tantôt, je vais passer le pointeur de souris, en fait, même le partage d'écran à Yannick pour vous montrer, qui lui va vous montrer des choses un peu plus concrètes. Pour vous situer, vous donner une idée de dans quoi on s'embarque, on en a pour 20-25 minutes de présentation, principalement sur les 3 sujets que vous voyez au début de l'ordre du jour, c'est-à-dire une mise en contexte, qu'on vous explique d'où ça vient, la passerelle, c'est quoi les problématiques qu'on voulait rencontrer, qu'on vous parle de la solution, la façon dont on a abordé le problème et on va vous, comme je disais, vous montrer concrètement ce que ça veut dire dans une base Airtable avec un site WordPress. Puis, on va terminer en abordant brièvement comment faire. À partir du moment où, si vous dites ça m'intéresse, j'aimerais l'utiliser, ben, concrètement, là, comment on s'y prend. On n'entrera pas dans le détail. L'idée, c'est pas une formation sur l'utilisation. On ne va pas lire le manuel d'utilisation ensemble. C'est plutôt juste de donner une idée de comment s'y prendre. Et donc, après ce 20 quelques 30-ish minutes maximum, on prendra vos questions, on pourra discuter. En fait, on demeure disponible pour ça. Comme le disait Mylène ou Yannick, je ne me souviens plus, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité de clavardage pour poser vos questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure, puis on s'arrêtera au besoin. Là, le groupe n'est pas super nombreux, fait que je pense qu'on devrait être bon pour s'adapter. Évidemment, s'il y a des questions pour lesquelles on sait qu'on va y arriver plus tard ou qui se discutent mieux avec du recul, on va les garder pour la fin. Dernier élément, comme disait Yannick, la présentation est enregistrée, donc si vous n'êtes pas à l'aise d'être enregistré, vous pouvez fermer vos caméras. Au contraire, si ça ne vous dérange pas, n'hésitez pas à les ouvrir. C'est toujours le fun pour nous comme présentateurs d'avoir un peu de contact visuel puis de voir des réactions. Pour savoir si nos blagues font patate ou fonctionnent, par exemple, ou c'est toujours le fun de voir des visages. Donc, si ça va tout le monde, je ne vois pas d'objection pour l'instant. Donc, je plongerai. Donc, premier point, comme je disais, le contexte, mise en contexte sur c'est quoi cet outil-là et d'où il vient. Premier rappel à faire, première prémisse. Le projet il est assez niché, en fait. Il s'intéresse à des situations où on travaille, une organisation, un organisme, à la limite un individu, là, mais où on travaille avec 2 technologies très spécifiques, WordPress et Airtable. Donc, si vous utilisez WordPress sans Airtable ou si vous utilisez Airtable sans WordPress, malheureusement, la passerelle, ce n'est pas pour vous. Si vous utilisez ni un ni l'autre, je suis comme surpris que vous soyez là aujourd'hui, mais vous êtes bienvenus quand même, là, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment, on est vraiment dans cet univers, à l'intersection de ces 2 univers-là avec notre projet.
Le projet, il part d'une problématique qui existe dans plein d'organismes, c'est-à-dire qu'on gère à la fois des données de gestion qui sont assez souvent privées ou en partie privées, puis on gère aussi des données qu'on souhaite rendre publiques sur le web, puis il y a une zone d'intersection entre ces deux données-là. Souvent, ce sont les mêmes. À titre d'exemple, le RAPAI, qui est le porteur du projet, puis vous allez voir, c'est toujours des exemples du RAPAI qu'on utilise parce qu'on a développé l'outil les trois organisations ensemble. Sur le site du RAPAI, on publie il y a un répertoire des membres, puis un répertoire des œuvres offertes par ces membres-là. Évidemment, quand quelque part, le RAPAI aussi gère son membership avec une base de données, puis les œuvres en question, il faut les garder dans une base. Puis des fois, le périmètre de ce qu'on a dans nos données de gestion va être un peu plus grand que ce qu'il y a sur le site web parce que il y a certaines œuvres qui sont en archive ou qui sont en préparation mais qui ne sont pas encore publiées. Même chose, il y a des organismes qui ont fait affaire, qui ont déjà été membres. On les garde dans la base de données pour savoir les dates d'échéance, tout ça, mais ils ne sont plus publiés sur le site web. Donc, ce sont des données communes, mais en même temps, dans des univers différents. En fait, on est vraiment, là, si je le représente sous la forme d'un diagramme de Venn, on a le site web, on a la base de données, il y a une zone d'intersection qui est plus ou moins grande selon les organismes. Et puis cette zone d'intersection-là, le problème, c'est qu'elle nous amène à faire de la double saisie. Hein, l'œuvre qui est publiée sur le site puis qui est dans la base de données ou le membre qui est dans le répertoire des membres puis qui est dans la base de données, si on a des systèmes qui ne se parlent pas, on est obligé de les rentrer aux deux places, on fait du copier-coller ou on les retape ou en tout cas, peu importe la mécanique, on fait du travail en double. On augmente les risques d'erreur, on augmente les risques d'oubli. Il y a un tel qui a changé son descriptif ou la photo de profil associée à un membre. Puis là, on l'a changé dans le site, mais on ne l'a pas changé dans la base de données ou vice-versa. Et donc, maintenir en double des informations comme ça, c'est bien compliqué. Et donc, ça, c'est un problème, comme vous le savez, là, qui s'applique à tous les systèmes informatiques où il y a de l'information de ce type-là. Nous, on s'est attaqué, évidemment, au cas particulier d'un site web géré sous WordPress, puis un site web géré sous Airtable. Là, comme vous le devinez, l'idée, c'est de faire passer les données de un vers l'autre de façon automatisée, mais en tenant compte quand même du fait que même s'il y a des données qui sont communes aux deux endroits, il reste que ce n'est pas la même chose, un site web et une base de données. Un site web, c'est orienté sur des documents, puis c'est optimisé pour l'externe. Hein. C'est optimisé pour être vu par des visiteurs qui s'intéressent à une partie de l'information. Puis là, il y a une hiérarchie dans les pages, il y a une mise en page. Puis il y a aussi un volet qui est optimisé pour les robots, les robots indexeurs des moteurs de recherche. Mais dans les deux cas, on est tourné vers l'externe. Puis on est vraiment en mode contenu, document. On parle d'un CMS, un Content Management System. Puis d'autre part, dans notre base de données, on est plutôt, comme le nom l'indique, orienté sur les données, puis optimisé pour l'interne, optimisé pour nos processus à nous, les processus d'approbation, par exemple, avant publication, les processus de membership avec des dates de début, des dates de fin, ainsi de suite. Donc, même si, a priori, on peut penser que c'est la même information, c'est les mêmes données, et que c'est vrai, il y a une zone d'intersection, c'est quand même deux univers assez différents. Malgré ça, à cause de la zone d'intersection et du problème de la double saisie qu'on veut éliminer, on cherche une solution qui, dans un monde idéal, ferait en sorte que les données venant de notre base de données, là, je l'ai illustré à gauche, puissent être envoyées vers notre site web. Puis là, on en parlera tout à l'heure comment. De façon automatique. Donc, ici, vous voyez le profil d'un organisme dans la base de données. Et là, vous remarquerez qu'on a fait attention dans les saisies d'écran, dans les démos. Vous voyez, on vous a montré juste des choses qui sont de toute façon sur le site web. Tout est public. Vous comprenez que la base de données contient aussi des champs privés qu'on a choisi de ne pas mettre dans nos saisies d'écran. Mais donc, de dire, cet organisme-là, son nom, qui est tout petit dans la base de données parce que c'est un champ parmi les autres, il devient super gros sur le site web parce que c'est le titre de la page, puis sa région qui est plus loin dans la fiche, c'est important de la mettre plus haute dans le site web. Donc, on cherche une solution qui va nous permettre de faire ça sans avoir à faire les copier-coller ou les ressaisies d'informations. Puis, on veut que ça soit fait de façon automatique. Mais automatique, ça veut dire plusieurs choses. Est-ce que c'est à tous les jours qu'il y a
l'information part de la base de données puis elle s'en va sur le site web? Est-ce que c'est sur un clic? Je veux qu'un humain dise OK, go, publie, envoie ça publiquement. Ou est-ce que c'est quand une donnée change? Dans le fond, je ne veux pas que ce soit tous les jours, je ne veux pas qu'un humain intervienne, je veux juste que dès que quelque chose change, il soit publié. Est-ce qu'il y a des cycles d'approbation? Est-ce que le fait qu'à partir du moment où j'ai approuvé une œuvre, là, elle peut être publiée sur le site, mais avant, non, elle ne peut pas être publiée. Donc, l'automatisme, c'est pas automatique. Je vais improviser ça, là, mais disons, il y a toute une catégorie d'automatisation possible. Puis pour réfléchir à c'est quoi les déclencheurs, c'est quoi les processus. C'est un peu ça qu'on a essayé de faire avec la passerelle. Là, je vais vous expliquer dans quelques minutes comment on a fait ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, mais Mylène l'a déjà dit, là, le projet il est né du besoin et de l'opportunité du fait que le RAPAI, comme vous le savez, ce n'est pas un organisme qui a 50 ans d'existence, était en train de se constituer sa base de données de gestion, son site web. Il y avait plein de choses qui se passaient en parallèle, fait que c'était l'opportunité idéale pour développer une approche comme ça. Mais cette opportunité-là, elle était aussi, il y a eu de la synergie grâce à l'existence des deux programmes dont Mylène a fait mention au début, au début de la présentation, qui ont rendu possible le projet. Donc, c'était un autre mot de nos précieux bailleurs de fonds. Donc, la solution pour résoudre le problème dont je viens de vous parler, l'idée qu'on veut synchroniser des données de façon automatique, puis il faut définir automatique selon les contextes, entre nos deux écosystèmes, WordPress et Airtable, WordPress étant un cas, je ne sais pas c'est quoi les statistiques récentes, là, combien de pourcentage du web est sous WordPress, mais c'est un joueur dominant. 45, c'est quasiment 45 à 50%, là, ça dépend des... Puis là, dans les organismes culturels, je ne serais pas surpris que la part de marché soit encore plus élevée. Et Airtable, qui est plus récent, mais qui commence à faire son chemin de façon de plus en plus intense. Donc, on s'est donné, et là, je vous promets, il n'y en aura pas beaucoup des diapos comme ça avec juste des énumérations, mais ça en prend des fois. Ça nous a mené à élaborer un projet qui avait 5 objectifs. Les objectifs qu'on s'est donnés avant, il y avait une vision au début, c'est de dire on veut automatiser ça, on veut éviter la double saisie. Maintenant, comment on fait ça? On va essayer de respecter les 5 objectifs suivants. Le premier, c'est qu'on partait du principe que c'est la base de données qui pousse les informations vers le CMS et pas l'inverse. Pour nous, ça paraissait évident parce que, comme je l'ai dit, l'ensemble des données de la base de données est généralement plus grand que ce qui va devenir public sur le site. C'est une posture qu'on a choisie puis qui apparaissait logique dans le cadre de ce que fait le RAPAI. Quelqu'un d'autre aurait pu partir d'une posture différente puis le réfléchir différemment. Disons que ça, c'est un des fondamentaux de la passerelle. Il ne fait pas l'autre direction. C'est la base de données qui pousse vers le site web. Le deuxième objectif, c'était d'avoir beaucoup de souplesse sur les types d'utilisation, un peu ce que je disais il y a quelques minutes, des déclencheurs manuels ou automatiques. Il reste que le transfert d'informations est automatique, mais est-ce que le choix de synchroniser, c'est un humain qui le prend ou c'est un processus récurrent à tous les 24 heures ou c'est le fait qu'il y a un changement qui va déclencher? On voulait avoir cette souplesse-là, mais on voulait aussi avoir la souplesse de supporter le plus grand type de champs possible, le plus grand type de données possible. Vous savez, dans une base de données, autant dans Airtable que dans WordPress, on peut mettre du texte, ça c'est le cas facile, mais on peut mettre des images, on peut mettre des dates, on peut mettre des liens, des catégories, puis là, ça va porter des noms différents selon les deux écosystèmes. Ce qui nous amène aux objectifs 3 et 4, là, qui sont parallèles, en fait, qui sont nos objectifs de cohérence avec les écosystèmes dans lesquels on travaille. Dans WordPress, si vous connaissez assez bien WordPress, il y a le concept des extensions, il y a le concept des types de contenu, là, notamment avec une extension qui s'appelle Custom Post Type, qui est largement utilisée, puis les champs personnalisés qui vont venir avec une autre extension qui s'appelle Advanced Custom Fields, puis les gens qui travaillent beaucoup dans WordPress sont habitués de travailler avec des taxonomies, avec le gestionnaire de médias. Donc, on voulait être cohérent, compatible avec ces choses-là, pour faire en sorte qu'un développeur WordPress qui ne connaît pas nécessairement Airtable, quand il reçoit les données qui arrivent de Airtable, il soit capable de monter son site comme il fait habituellement, que ça s'intègre bien dans les outils de travail. Et vice-versa, on voulait être cohérent avec les outils de base dans Airtable. Dans Airtable, on travaille beaucoup avec des tables et des vues. On crée des vues personnalisées selon les différents besoins, les différents flux de travail. On a accès à des extensions, on a accès à des automatisations. Donc, même chose, on voulait que
les gens qui configurent une base de données sans nécessairement connaître WordPress, mais qui comprennent les principes de la publication, ben, soient aussi à l'aise, soit dans leur vocabulaire, dans leurs outils. Donc, de ne pas être dépareillé, si on veut, de ne pas inventer quelque chose, une bébite qui serait dépareillée par rapport à un des deux écosystèmes. Puis, cinquième objectif, c'est que le tout soit convivial, que ce soit relativement facile à utiliser. On pense qu'on est arrivé à cet objectif-là assez bien. Les 4 premiers objectifs, vous allez voir, là, on est content des résultats. Sur le 5e, on est content du résultat pour ce qui est de l'utilisateur final. Tout à l'heure, Mylène nous disait que ça va bien, tu sais, c'est facile à utiliser. La configuration de la chose est peut-être moins accessible, en ce sens que ça demande quand même un peu des compétences avancées dans Airtable et dans WordPress. Si je faisais une analogie, on pourrait dire que WordPress est facile à utiliser pour publier des contenus, mais que la barrière à l'entrée est un peu plus élevée pour installer des extensions, les configurer, les faire fonctionner ensemble, administrer un WordPress. Puis dans Airtable, c'est un peu le même principe. Donc, on est là, c'est-à-dire qu'installer la passerelle va demander des usagers avancés dans les deux écosystèmes. Après, l'utiliser est extrêmement convivial. En fait, transparent dans certains cas. On peut faire des configurations où il n'y a rien à faire. Tout se fait automatiquement. Ou dans d'autres cas, ben, c'est simplement des boutons à cliquer qui sont assez simples. Donc, ça, c'était nos objectifs. L'approche qu'on a prise pour y arriver, ça a été le choix de faire un coffre à outils plutôt qu'une solution monolithique. À cause des objectifs qu'on avait, notamment de souplesse, on s'est dit on ne peut pas faire une chose, c'est une extension ou une application tierce qui fait la synchronisation d'une seule façon. Ce qu'on a, c'est vraiment une série de blocs Lego qu'on peut assembler pour répondre aux besoins et au contexte de chacun. Puis en fait, c'est ça la force des solutions comme Airtable et comme WordPress, c'est qu'on les adapte à nos besoins. Donc, même chose pour le pont entre les deux. C'est ça. Quand vous allez aborder la passerelle, si vous voulez l'utiliser, il y a évidemment un cœur, quelque chose qui est commun à tout le monde, puis que tout le monde doit installer dans sa base de données. Mais après, toutes les autres options, c'est un peu on sélectionne ce dont on a besoin. C'est comme un buffet. On va choisir ce qu'on veut pour le mettre dans son assiette. Bon, ben, ça va être un peu ça, la configuration de la passerelle. Deuxième approche qu'on a choisi de prendre, c'est d'ouvrir le code source. On s'est dit, on fait ça grâce au soutien d'organismes publics. Le rappel n'a pas vocation de devenir vendeur de logiciels. On fait quelque chose qui va être super utile à plein d'organismes culturels. Donc, on libère le code source. Tantôt, je vais vous donner l'adresse, mais c'est déjà disponible sur GitHub avec une licence open source qui est très peu contraignante, la licence MIT, qui fait que ça peut être réutilisé à peu près tous les besoins, ça peut être modifié. Évidemment, les gens qui l'utilisent sont invités, qui le modifient, qui l'améliorent, sont invités à contribuer, mais il n'y a même pas d'obligation qui vient avec ça. Troisième élément, c'est qu'on tenait à s'appuyer sur un cas et des besoins concrets. On ne voulait pas développer ça en vase clos, puis c'est pour ça qu'on a réussi à faire une approche de développement parallèle, là, essentiellement à 4 personnes. Mylène qui comprenait bien ces processus, qui était en cours d'invention pour le rappel. Là. Comme on disait, c'est un organisme qui se structurait en même temps qu'on faisait le projet. Ma collègue Annika Pascal, qui travaille sur la base de données avec Mylène pour que la base reflète bien ces processus-là, ces besoins-là. Yannick qui montait un site WordPress adapté, cohérent avec ça, puis moi qui travaillais le code pour faire en sorte que les choses se parlent. Donc, vraiment, les 4 axes de travail ont pu avancer en parallèle. Puis, en tout cas, moi, je pense que c'est souvent comme ça que les projets vont bien, là. C'est qu'il y a des responsabilités partagées, c'est-à-dire des responsabilités réparties, mais on les travaille en parallèle, en commun. Fait que ça permet d'avancer, de toujours s'adapter pour être en adéquation avec ce que les autres chantiers font. Donc, je vous avais promis qu'il y aurait juste 2 diapos avec plein de points de forme. Et là, je sais ce que vous pensez. Vous pensez ça. Vous ne voulez pas le savoir, vous voulez le voir. Et donc, c'est à ce moment-ci que je vais céder l'écran à Yannick pour qu'il vous fasse une petite démo. Concrètement, là, tout ce que je viens de dire qui est abstrait, on le ramène à du concret et vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne.
Merci Christian. Comme il disait, c'est ça, c'est le fun de pouvoir voir l'interface, comment ça fonctionne. Je vais aller simple aujourd'hui avec un petit exercice pour mettre en brouillon un article qui est déjà publié, puis ensuite le republier pour vous montrer comment ça fonctionne. J'ai ouvert quelques onglets ici, là, dont le catalogue Rappail, où on voit l'œuvre que je vais mettre en brouillon dans quelques secondes. J'ai fait une recherche dans le répertoire. Puis ici, en cherchant dans le répertoire, on a vu que l'œuvre était publiée présentement. Dans le menu de Rappail, ce qu'on peut faire, c'est avec une section ici qu'on a créée qui s'appelle Menu la passerelle, avec le concours, surtout l'innovation puis le travail de Nika Pascal, là, qui a pensé au concept d'interface. Il fonctionne très bien. Dans le fond, on fait juste sélectionner différents critères. Donc, dans ce cas-ci, on veut faire un enregistrement par brouillon. Donc, on sélectionne un enregistrement, mais on pourrait aussi sélectionner toute une table ou toute une vue. On va aller sélectionner aussi une table qui va être dans ce cas-ci les œuvres, mais on pourrait aussi sélectionner pour le cas de Rappail des profils ou des événements. Puis ensuite, on sélectionne le statut qui va être Publish ou Draft. C'est en anglais dans ce cas-ci, c'est pour se conformer au langage de programmation de WordPress. Mais c'est peut-être le seul moment qui est en anglais là, dans toute la configuration qui a été montée. Puis ensuite, quand on est prêt, on clique sur Go. Ensuite, il va y avoir une extension ici qui va s'ouvrir. Je vais refaire l'exercice ici pour vous montrer. Là. Quand on clique sur Go, l'extension s'ouvre puis elle nous demande quel enregistrement vous voulez avec lequel vous voulez avoir un impact sur le site. Dans ce cas-ci, on va prendre le premier, comme une lettre à la maille. On voit ici que le processus va s'enclencher. Il va y avoir une mention ici comme quoi il y a un succès. Dans les automatisations de Airtable, qui est un autre onglet que j'avais ouvert à l'avance, on voit que le processus ici, il a roulé de façon... évidemment, c'est en anglais, c'est Airtable qui est en anglais, là, mais run successfully, donc ça s'est bien passé. Et j'étais ici dans mon WordPress. L'article lui-même, là, bon, c'est sûr que là, je m'excuse, il était déjà en brouillon parce que j'avais ouvert une version précédente, mais je voulais faire refresh pour vous montrer qu'il était en brouillon. C'est bien le cas. Tantôt, on va le refaire publier, fait que je vais pouvoir vous montrer l'inverse. Donc maintenant, quand je vais sur mon répertoire et que je fais la recherche pour l'œuvre en tant que telle, on voit qu'il n'y a aucun résultat parce que présentement, il est en brouillon sur le site. Donc, on va faire l'inverse, on revient. On va aller dans la ligne plutôt enregistrement publié, un enregistrement, les œuvres publiées. Go. On va les resélectionner comme une lettre à la malle, comme une lettre à la malle plutôt. C'est un succès. On voit ici que c'est en progrès, in progress. En cours, plutôt. Donc, run successfully. On peut aller faire maintenant refresh ici pour voir que l'article a bien été publié sur le site. Puis, encore une fois, quand on fait une recherche, j'ai cliqué au mauvais endroit. On fait une recherche ici pour l'œuvre en tant que telle et publié sur le site et disponible. Donc, ça, c'est l'exercice de synchronisation que je voulais vous montrer. Pour votre information, le site était déjà monté avant qu'on fasse le lien entre WordPress et Airtable. Fait que le seul petit bout que je voulais vous montrer, c'est que en arrière-scène, dans le back-end, c'est-à-dire dans l'article lui-même, là, on voit que les champs sont tous liés directement. Ce qui est public, là, sont tous liés avec Airtable, avec les différentes colonnes qui ont été montées. Donc, à chaque fois qu'on fait une synchronisation, il y a des catégories qui vont s'affecter, il y a des informations qui vont s'ajouter automatiquement. Puis ici, on va avoir du contenu texte aussi qui peut être ajouté. Donc, ce lien-là se fait seulement d'un coup. Il y a d'un côté, comme disait Christian, c'est-à-dire de Airtable vers WordPress, il y a quand même un peu retour d'informations qui va vers Airtable, qui concerne, entre autres, l'URL qui va être accessible dans Airtable, l'URL de l'œuvre qui a été publiée, puis certaines informations aussi plus techniques pour voir si la synchronisation a bien été. Puis s'il y a des failles, ben, on peut faire un peu de debugging aussi avec l'outil. Et donc, Yannick, il y a une question qui est apparue sur le chat qui demandait est-ce que l'article est préalablement écrit dans l'article, le contenu est préalablement écrit dans Airtable ou dans WordPress? Il est dans Airtable. Donc, s'il existait, dans le fond, Airtable va avoir le titre de l'œuvre, va avoir du contenu relié à l'œuvre. La minute qu'il va avoir une première synchronisation, il va réserver un ID sur WordPress. Donc, il va aller écrire un article à neuf sur WordPress. On ne peut pas vraiment, il y aurait une façon de le faire très manuel, mais on ne peut pas vraiment
prendre le contrôle d'articles déjà existants. Donc, on part vraiment de Airtable pour publier sur WordPress. C'est ça la direction qui est prise. Et donc, non seulement le texte que Yannick nous montrait tout à l'heure dans les champs vient de WordPress, mais aussi toutes les cases qui étaient cochées là, sur les taxonomies ou les catégories ou ainsi de suite. Donc, vraiment, tout le contenu est natif dans Airtable. Voir si par exemple, si on avait ça, je pense que c'est important de le dire, là, si on choisissait d'aller modifier directement dans WordPress, ouais. Les modifications vont être écrasées lors de la prochaine synchronisation depuis Airtable. C'est vraiment la base de données qui est maître sur les données. Exactement. Et donc, on l'a vu, on y reviendra plus tard s'il y a d'autres questions. On va finir rapidement. Je vais revenir. Vous voyez encore mon ben, Yvon, il est parti. Non, je t'ai bumpé, Christian. Ah, tu m'as bumpé. Oui, c'est ça. Il faut repartager. Ça me disait que mon écran était encore partagé. Fait que je vais juste repartager comme ça. Ça marche. C'est bon. Et donc, la question qui reste, c'est comment on fait? Si cette expérience-là vous semble intéressante pour vos besoins. Ceci dit, juste pour, je pense que c'était clair, mais juste pour le redire, Yannick vous a montré, là, on était dans la zone de chacun fait des choses différentes. On est dans la zone du coffre à outils. Là, on vous a montré un scénario où c'est un choix de faire en sorte que c'est des humains qui vont pousser des données en cliquant sur Go ou en cliquant le bouton, il faut juste s'appeler Go, là, vous mettez le nom que vous voulez. Évidemment, il y a des scénarios où les choses, comme je le disais tantôt, se font de façon automatique. Là, pour des fins d'une démo, c'est tellement plus facile de le montrer comme ça avec des clics qu'en disant oui, fais-moi confiance, cette nuit, ça va se synchroniser. Mais c'est ça, vous avez compris que les déclencheurs ne sont pas obligés d'être des clics. Donc, si ça vous intéresse d'installer ça dans votre écosystème, le point de départ, c'est de lire la documentation puis d'aller chercher le code. Donc, il y a l'adresse du projet sur GitHub dans cette diapo-là, mais en fait, même pas besoin de le noter. Là, si vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous écrivez la passerelle GitHub, ça va vous mener à cette page-là. Et donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de documentation. Ce que je suggère, c'est de commencer par lire la première page là, qui explique les principes généraux à comprendre. Il y a une page qui est dédiée à l'installation. Je vais revenir dans 2 secondes sur l'installation. Puis après ça, il y a des pages qui décrivent l'API détaillée de la passerelle, là, tout ce qu'on peut faire. Ce qu'on dit qui est à adapter pour chacun, bien, il y a plein d'options qu'il faut connaître pour savoir, pour répondre à différents besoins. Puis on a commencé à rédiger une petite FAQ/guide des meilleures pratiques là, qui décrivent différents scénarios, qui décrivent le scénario où on veut des boutons ou d'autres scénarios où on veut de l'automatisation. Donc, il y a beaucoup de documentation sur la page GitHub. Et il y a le lien vers ce que j'appelais le cœur de la passerelle tout à l'heure, c'est-à-dire le script principal. Donc, il y a un point commun entre toutes les installations de la passerelle, c'est qu'il y a un script principal qui doit être configuré comme une automatisation dans Airtable. Je ne vais pas entrer trop dans les détails techniques, mais retenez que on met ce script-là dans les automatisations parce que si vous utilisez beaucoup Airtable, vous avez compris que il y a 2 endroits où on peut faire des scripts personnalisés, les extensions, les automatisations. Les extensions, le problème des scripts qui sont là, c'est qu'ils ne peuvent être exécutés que s'il y a un utilisateur qui a chargé Airtable dans son interface. Donc, on ne peut pas planifier des exécutions d'extensions, dire cette nuit, je veux qu'il se passe telle chose, ou quand une donnée change, même si je ne suis pas devant mon ordinateur, parce qu'elle a changé parce que j'ai Stacker, par exemple, qui va écrire des données dans la base de données, ou peu importe la raison, les extensions ne vont pas se déclencher. Les automatisations, oui. Et donc, c'est pour ça que le script principal de la passerelle, là, qui est un grand bout de code, là, ça, je sais pas, 200 lignes, 400 lignes, je me souviens même plus. Vous copiez, collez ça depuis le GitHub dans une automatisation, puis on a documenté des étapes. Et ça, c'est la base. C'est ça qui va installer, entre guillemets, la passerelle dans votre base de données. Puis en parallèle, il y a des configurations à faire sur votre WordPress. Donc, même chose, je ne me souviens pas si dans la documentation, en fait, dans la documentation, on explique évidemment, il y a des contraintes. Là, vous savez, c'est quoi l'écosystème WordPress avec les extensions, les versions, les mises à jour, ainsi de suite. Donc, il y a des versions minimales des extensions en question qui sont
qui sont documentés. Donc, avant de vous lancer dans le processus, ça vaut la peine de vérifier si votre WordPress est suffisamment en jour, puis vos extensions sont suffisamment en jour pour que ça fonctionne. Ça devrait être le cas parce que les exigences ne sont pas nécessairement sur les plus récentes versions. Là, c'est à partir, je me souviens plus du numéro. Ça, je peux même préciser, il n'y a aucune dépendance là, dans le fond. Là. On a préféré utiliser avec un outil qui s'appelle Custom Post Type, qui est une extension, les dernières versions fonctionnent bien. Puis Advanced Custom Fields, qui est une autre extension qui est disponible, qui est gratuite aussi. Sinon, il n'y a pas vraiment de minimum, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre dépendance à des extensions. Il y a une extension pour l'authentification, pour que Airtable puisse parler à WordPress, mais elle est même plus disponible pour les versions, elle est même plus nécessaire pour les versions récentes de WordPress. Elle a été intégrée dans le cœur de WordPress. Donc, il y a des très fortes chances, 9 chances sur 10 que si votre WordPress est relativement à jour, la passerelle sera compatible. Je mentionne quand même de vérifier avant de vous lancer dans les travaux. Ce serait comme frustrant de tout configurer le Airtable puis de se rendre compte que le WordPress à l'autre bout n'est pas capable de recevoir les données. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est la première étape. Puis après, ben là, il faut configurer des déclencheurs et là-dessus, on n'a pas de présentation. Un exemple de déclencheur, c'est le menu que Yannick vous a montré il y a quelques minutes. Donc, qui est plutôt une approche par bouton dans une table dédiée à ça dans Airtable. Et il peut y avoir des approches où les boutons sont dans chacune des tables. On pourrait avoir à côté du nom d'œuvre un bouton publier ou dépublier. Ça, c'est un choix aussi qui pourrait être fait. Puis, il pourrait y avoir des déclencheurs qui sont justement des automatisations. On surveille un champ. Dès que tel champ est modifié, oups, on republie. Donc, tous ces scénarios-là, on les illustre pas aujourd'hui parce qu'ils sont, comme je le disais, au cas par cas. On va conclure là-dessus. On avait parlé de 20 quelques 30 minutes maximum. On est à une trentaine de minutes. On vous a mis quelques liens dans la dernière diapo. Comme je disais, retenez GitHub, la passerelle sur Google. Puis Mylène vient de partager le lien sur la page principale de la passerelle sur le site de Rapaille dans le chat. Je pense que ça peut être un super bon point de départ là, si vous voulez garder un signet. C'est probablement celui-là. Et donc, à partir de maintenant, on est disponible pour répondre à vos questions, à vos commentaires, à moins que mes deux collègues aient quelque chose à ajouter avant qu'on passe. Non, c'est très clair pour nous, là, comme peut-être que je l'ai précisé tantôt, là, mais aussi, ça peut être adapté d'un site web qui est déjà existant. Là. On peut partir à neuf, ça peut être une configuration qui est faite, mais si tu as déjà des outils de Custom Fields, d'Advanced Custom Fields, là, qui est des champs personnalisés en français, c'est possible de faire l'adaptation. Je voulais juste le repréciser, sinon c'était très clair, Christian. Je vais lire ici, là, le choix d'une action unidirectionnelle Airtable vers WordPress était-il selon les besoins ou à cause d'une complexité technique de développer une action bidirectionnelle? Ce serait possible de développer une action bidirectionnelle et pourrait-on penser à ce type de passerelle entre Airtable et d'autres systèmes? Environ combien de temps vous ont pris les travaux de développement en semaine? A priori, c'est vraiment le choix qu'on a fait parce que dans le fond, la base de données, c'est le point de départ pour toute l'information. Il y a des éléments de WordPress, par exemple la page d'accueil ou les contenus qui sont pas liés à la base de données qui, eux, sont gérés indépendamment. Donc, WordPress, il y a un bout du site, par exemple, de n'importe quel site qui va être géré là, indépendamment de la base de données. Mais sinon, on ne voyait pas vraiment la pertinence de renvoyer de l'information vers Airtable, étant donné que ça prenait un point de départ. Là. Je pense que la réflexion était peut-être plus avancée que moi, Christian, là-dessus. Là. Je suis moins familier avec la gestion de base de données par habitude. Là. Mais je pense que tu l'as bien dit. C'est un choix qui était logique dans notre contexte. Et par ailleurs, à la deuxième question de Céline, oui, ce serait possible de développer du bidirectionnel. Puis moi et Céline, on se connaît bien, elle connaît ma réponse habituelle, tout se peut. Mais c'est évidemment plus complexe. À partir du moment où tu fais du bidirectionnel, il faut que tu gères les conflits potentiels si deux personnes sont en train de changer des choses en même temps. Et donc, c'est pas parce que c'est deux directions que c'est deux fois plus compliqué. Je pense que si c'est deux directions, c'est plusieurs fois plus compliqué à cause de tous les risques de collision. Fait que c'était, pour répondre à la question initiale, c'est à la fois pour les besoins. On ne voyait pas de situation où les données seraient gérées par le WordPress. Ça faisait comme pas de sens. Ouais. Les contenus publiés, comme disait Yannick, là, la page à propos, les pages informatives, puis ça, sont gérés dans WordPress. C'est un CMS qui est fait pour ça.
la zone où on sort de la section d'expertise d'un CMS, c'est-à-dire gérer des données, ben, on aimait mieux que ce soit la base de données qui soit le maître de l'information. Puis là, il y avait d'autres questions. Donc, bidirectionnel, j'en ai parlé. Est-ce Ouais. qu'on pourrait passer à ce type de passerelle entre Airtable et d'autres systèmes? Oui. Dans le fond, n'importe quel système, n'importe quel CMS ou système qui aurait une API qui permet d'écrire des données pourrait être un bon candidat pour ce genre de synchronisation-là. Il n'y a pas de raison de s'en empêcher. Évidemment, les systèmes fermés qui n'ont pas d'API, qui n'ont pas de moyen de recevoir des données, ben, il n'y aura pas de solution possible. Puis sur le combien de temps, C'est une bonne question. c'est une bonne question. Tu sais, si on accumule tout le temps qu'on y a mis collectivement, j'aurais du mal à répondre. Mais tu sais, c'est pas non plus, comment dire, ça se compte pas en heures, ça se compte pas en jours, ça se compte en semaines, voire en mois, personne, probablement. Mais c'est pas des années, tu sais, c'est pas 8000 heures. Là. Je veux dire, on n'est pas. Mettons qu'on avait à le mettre en heures, l'unité de mesure serait probablement la centaine. Donc, c'est Ouais. pas seulement quelques dizaines d'heures, parce qu'à 4, là, tu sais, ultimement, ça monte assez vite, mais on n'est pas dans les milliers là, comme unité de mesure. Puis en complément, je peux peut-être mentionner aussi que je viens d'installer la passerelle avec. Je suis sûr que je suis familier, là, je l'ai fait plusieurs fois. Mais je viens de le faire pour un nouveau projet qui est en développement. Puis ça m'a pris un avant-midi faire toutes les correspondances entre les champs WordPress qui étaient à neuf, là, qui n'existaient pas au préalable, et les champs Airtable et installer la passerelle. Donc un avant-midi, environ 3 ou 4 heures. Donc, ça donne une idée aussi du temps que ça peut prendre pour faire une configuration initiale. Puis si je peux juste rajouter, là, du côté technique, c'est moi qui le mets à jour quand un membre s'ajoute et tout ça du côté de rappel. On sauve vraiment beaucoup de temps une fois que tout ça est mis en place. Donc, on évite beaucoup de double saisie. Fait qu'au quotidien, en bout de ligne, on sauve vraiment beaucoup de temps. C'est un bon investissement. Il y a une question Oui. de Fabrice qui nous parle de l'outil de la boîte à outils orientée média. Et ta question, Fabrice, c'est de savoir est-ce qu'on utilise des identifiants uniques? C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les identifiants uniques générés par WordPress. Donc, quand on publie, que ce soit un contenu ou que ce soit un média, ou une entrée dans une taxonomie, en fait, la base de données va toujours garder une trace de ce que WordPress a émis comme identifiant, puis va le réutiliser lors des synchronisations suivantes pour toujours interagir avec le même objet dans la base de données WordPress. On n'a pas beaucoup parlé là, de ces technicalités-là, mais effectivement, quand on configure l'outil, il faut absolument que dans les tables qui sont synchronisées, on consacre un champ pour que la passerelle puisse noter des métadonnées de ses échanges avec WordPress. Se rappeler que, OK, ben, telle photo, je l'ai publiée, puis WordPress lui a attribué l'identifiant de média 812, donc je note 812. Tu sais. Et donc, c'est ça, on s'appuie sur les identifiants WordPress directement. Il y a aussi Simon Dumas qui avait la main. Je peux peut-être le laisser. Oui, oui, c'est ça, je dois avoir un feedback. Comment je vais faire ça? OK. En fait, j'ai mal compris. Ben, l'exemple. Donne-moi une petite. J'ai 2 Zooms d'ouvert, là. Il faut que j'en ferme un. Je vais revenir poser ma question. C'est bon. Si Ça peut quelqu'un être dans d'autre a une question pendant qu'on règle la logistique. Fabrice. Fabrice, oui, excuse-moi, mon son est coupé. Fabrice, tu peux y aller. On t'entend pas. Oui, on t'entend un petit peu, pas très fort. Donc, par rapport à la page interne, le seul contenu que vous pouvez produire dans le web. Je suis vraiment désolé, mais c'est trop loin. Je ne sais pas si Yannick, tu l'entends, là, mais. J'entendais un tout petit peu, mais pas beaucoup. Les soucis techniques.
Sinon, vous pouvez utiliser le chat aussi là, pour poser vos questions, on peut les lire. C'est sûr, ça peut être long avec le développement. Là. David Jolin, en attendant. Mais je ne suis pas très familier avec WordPress à la base, mais je suis là avec une collègue qui l'est. J'avais peut-être une question pour, justement, on a parlé du chemin qu'on fait de Airtable vers WordPress, mais moi aussi, le chemin contraire m'intéresse aussi. Là, il y a des gens qui ont posé des questions. Est-ce que si quelqu'un, par exemple, remplissait une sorte de formulaire, je ne sais pas, un formulaire de nouveaux membres où je veux m'inscrire à l'infolette sur le site Internet, est-ce que cette information-là pourrait être transférée automatiquement dans Airtable? Je pense que ce serait là que ça pourrait être un scénario pertinent en soi, là. Au lieu d'utiliser d'autres programmes alternatifs, si on commence à élaborer les suivis avec Airtable, par exemple? Oui, bonne question. Bonne question, je peux répondre à celle-là. Moi, je commence à être intéressé à cette question-là pour avec Gravity Forms, entre autres. Moi, Gravity Forms, c'est un outil que j'utilise pour tous les formulaires WordPress. Il y a des extensions qui commencent à apparaître là, pour une connexion directe entre les soumissions Gravity Forms et Airtable. C'est sûr que dans un cas comme celui-là, si effectivement on demandait une soumission de formulaire sur le site par Gravity Forms, puis qu'on envoyait les données vers Airtable, je pense que ma recommandation serait de quand même les valider, ces données-là, avant de les envoyer à des endroits où ils seraient par la suite synchronisés vers WordPress. Donc, tu sais, ce serait quand même la logique de la passerelle qui a été développée tiendrait la route parce que là, effectivement, il y a des données qui sont envoyées vers Airtable. Ensuite, il faut comme les reclasser, les valider, les placer à l'endroit dans Airtable où ils pourraient être, après ça, repoussés par le site, si ça devient pertinent de le faire. Mais sinon, c'est sûr que les formulaires de Airtable même, c'est sûr que je recommande à tous mes clients d'utiliser parce qu'on va éviter le risque que les données ne se transmettent pas. Tout transfert comprend un risque, évidemment. Donc, utiliser un outil comme Forms ou n'importe quel outil de formulaire, ça revient à une solution qui est un peu moins stable, à mon avis, que les formulaires d'Airtable. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a des raisons pourquoi ce formulaire-là ne sera pas utilisé. Là. Mais tu sais, la réponse, peut-être avec un pas de recul, moi je dirais pourquoi la passerelle ne le fait pas dans l'autre sens, c'est que Yannick en a mentionné quelques-unes, c'est qu'il y a plein d'autres options pour faire la direction d'un formulaire vers Airtable. Donc, le plus simple, c'est de prendre un formulaire natif Airtable, d'en faire ce qu'on appelle un embed dans le site web. Fait que ça fonctionne bien quand les formulaires sont assez simples. Après ça, une autre option, comme disait Yannick, c'est un module de formulaire type Gravity Forms ou autre, un JotForm ou peu importe, avec des outils qui vont faire le transfert vers la base de données. Nativement, le JotForm le fait nativement, Gravity Forms, je ne sais pas, Yannick, si tu utilises Docker. Il y a des extensions, mais c'est pas besoin c'est ça, ils commencent à des connexions directes. J'en vois de plus en plus entre WordPress et Airtable avec une authentification. Dans cette direction-là existe, puis voir quand il y a beaucoup de données à manipuler, on n'en a pas du tout parlé, mais dans le cas du rappel, ce qu'ils ont mis en place, c'est une interface avec Stacker, qui est un autre outil qui permet de bâtir des genres d'extranet autour d'une base de données. Donc, ça fait en sorte que, tu sais, dans le flux de données, les gens qui ont beaucoup à saisir, outre les administrateurs de la base de données à l'interne au rappel, ce sont les membres, tu sais, qui vont publier leurs propres œuvres, puis ainsi de suite. Ben, ça, ils utilisent un outil qui est des formulaires aux stéroïdes. Là. Stacker, c'est vraiment plus que juste des formulaires. C'est un écosystème où tu te connectes, tu as ton compte, tu as ton profil, puis tout ça. Et donc, ça pousse vers la base de données. Les déclencheurs dans la base de données, ben là, tu vois, dans le cas du rappel, mettons, quelqu'un qui modifie son œuvre, je ne sais même pas si on l'a setupé comme ça, mais quelqu'un qui modifie son œuvre dans Stacker, ça va faire en sorte que dans la base de données, il va passer dans une vue à approuver, parce que là, tu sais, le processus de publication implique une approbation. Puis là, l'approbation, ben, c'est un clic bouton qui là, va republier sur le WordPress. Mais je pense que la raison fondamentale pourquoi on ne l'a pas fait dans l'autre sens, là, je le réfléchis, je le verbalise avec vous autres, c'est que la direction de WordPress vers Airtable, il y a quand même beaucoup d'options sur le marché. L'inverse, c'était beaucoup plus rare. Je pense que c'est vraiment un des motivateurs. Puis même, je dirais qu'il y en a. Moi, je m'y intéresse parce qu'il y avait d'autres solutions qui étaient utilisées par avant. Là. Puis il y a certaines solutions qui commencent à pousser en ce moment, mais dans un de ceux qui a l'air le plus avancé, ils viennent tout juste
d'implanter la fonctionnalité des champs personnalisés, là, des Advanced Custom Fields. Fait que on est je ne dirais pas qu'on est en avance sur le marché, mais on est comme à peu près en même temps que le reste du marché. Les solutions souvent fonctionnent à partir de WordPress et non à partir de Airtable, ce qui me semble un peu moins intuitif parce que là, il faut aller tirer les données d'Airtable, mais ça fait fi de toute l'organisation qu'il faut faire dans Airtable. C'est sûr qu'il y a plein de discussions qu'on peut avoir là-dessus, mais à mon sens, notre solution fait plus de sens au niveau de l'organisation du contenu. Il y a Simon Dumas maintenant, je pense qu'il peut se réessayer avec le son. Oui, ça va. Bon. Donc, ma question, ça porte sur l'exemple que tu as donné, Yannick, tout à l'heure. Donc, moi, ce que je comprends de l'exemple, dans le fond, c'est que tous les champs de l'œuvre, donc comme une lettre à la malle, étaient remplis dans Airtable, c'est ça? Oui, c'est des colonnes qui existaient effectivement dans Airtable, exactement. Et ensuite, ce qu'on a vu dans l'interface, c'était comme les options, les boutons que vous avez programmés dans Airtable qui permettent de le publier soit en brouillon, soit public. Et puis, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, bon, finalement, ça construit ta page, puis ça remplace en quelque sorte WordPress lui-même. Je me demandais s'il y avait d'autres cas de figure d'utilisation, notamment des listes de membres ou des listes d'artistes ou des inventaires qu'on voudrait publier, par exemple. Ce serait des listes qui apparaîtraient ou qu'on voudrait que ça gère. S'il y avait d'autres cas d'exemple peut-être plus parlants que celui-là. Oui, tout à fait. Ben, je vais répondre, tu me diras si je réponds bien. La raison pour qu'on utilise Custom Post Type, je m'excuse des anglicismes, mais c'est parce que si vous les cherchez après, ça va être plus facile à trouver en anglais aussi. Donc, Custom Post Type, c'est un outil qui permet de faire des types de contenu dans WordPress. Donc, par défaut, WordPress va arriver avec un type de contenu qui s'appelle article, dans lequel on peut faire des articles de blog, ça va. Mais ensuite, si on veut faire justement des listings ou des prix ou des produits ou des organisations, des membres, si on veut faire n'importe quel type de contenu, l'outil nous permet de créer un type de contenu à neuf, lui donner son propre identifiant, son slug, dans le fond, son adresse web. Puis ensuite, avec Advanced Custom Fields, on peut lui donner d'autres champs personnalisés avec lesquels on veut faire rentrer de l'information. Dans le cas de rappel, oui, on a des œuvres, mais ça répète n'importe quoi. Puis nous, pour votre information, on utilise aussi Elementor, qui est l'outil visuel de construction de page. Donc, après ça, moi, j'appelle chacun des champs personnalisés qui a été configuré, qui a été poussé de Airtable vers WordPress, puis je les mets en page avec un style qui avait été prédéfini par notre designer. Est-ce que ça répond bien? Mais tu sais, pour donner d'autres exemples, je m'excuse, Simon, je ne t'ai même pas laissé répondre. Je suis allé trop vite. Vas-y, si tu veux compléter, c'est une bonne idée. En fait, pour répondre à la question d'autres exemples, je pense qu'on peut y aller un peu par contre-exemple. Tu sais, ce qui serait pas pertinent d'utiliser, c'est tous les contenus statiques, les textes, les présentations, ainsi de suite. Puis, ce qui est utile de mettre avec une intégration à la passerelle, c'est des données, comme je le disais au tout début, qui sont en intersection avec d'autres systèmes. Si c'est des données qui sont que sur le site web, pas tant d'intérêt. Si c'est des données qui font partie de la base de données de gestion parce qu'ils sont en interaction avec d'autres systèmes, ça devient pertinent. Donc là, les œuvres, c'est un bon exemple. Puis les membres, le classique répertoire des membres, là, je pense qu'on a 4 projets actuellement ouverts où on a des membres dans un Airtable, puis on veut les publier sur un répertoire de membres. Ça, c'est super classique. Mais on a un projet où c'est des dates de spectacle. Aussi, qui sont, tu as une base de données avec une série de dates de spectacle, tu sais, des gens qui font de l'aide à la diffusion, puis que chacun de leurs membres dit, bon, ben, notre spectacle va avoir lieu à telle date, à telle heure, ben, publier un calendrier de spectacle peut être un bon exemple. Tu sais, je peux imaginer des cas où les spectacles en question, là, tu sais, quand je dis sont dans plusieurs systèmes, ben, ils sont dans la base de données parce qu'ils servent à gérer des statistiques, à faire des affectations, ainsi de suite. Ils sont dans une plateforme de billetterie parce que, évidemment, la billetterie est maître de tout quand on fait de la diffusion. C'est là que la donnée maîtresse est importante. Puis, ça doit exister aussi sur le site web. Tu sais, fait que là, une donnée d'événementiel est minimalement dans base de données, site web et billetterie. Ben, un autre super bon cas d'utilisation, parce que là, tu veux réduire la double ou la triple saisie. Fait que ça peut être un autre cas, exemple, qui est évident. Mylène a mis dans le chat là, un lien vers la page des événements du rappel. Ben, même chose, les événements sont tirés de la base de données Airtable parce qu'ils sont par ailleurs organisés ou traités ou saisis dans la base de données
ou dans un système tiers, dans leur cas, c'est Stacker, qui vient écrire dans cette base de données-là. Et donc là, je relance le est-ce que ça répond à la question? Je t'avais coupé tantôt, désolé. Oui, je pense que oui, on ne voit pas, le personnage ne voit pas comment, mais oui, ça répond à la question, merci. Ouais, c'est peut-être juste au niveau de la programmation, mais on ne peut pas rendre de limite à ce qu'on peut ajouter comme contenu. Ça répond, c'est vraiment la réponse courte qu'on peut donner. Là. Je vais réessayer. Est-ce que vous m'entendez? On n'entend pas tellement plus, mais je peux approcher mon oreille et traduire. Non, je vais le publier dans la conversation. Ah, mais là, on t'entend bien. Oui, Là, on c'est bon. t'entend, là. OK. Alors, je réessaye. Est-ce que vous avez évoqué les custom post types à nouveau? Oui. Il y a la page interne qui est une composante essentielle d'un custom post type par défaut, n'est-ce pas? C'est l'espèce de contenu fondamental de l'article en question. Est-ce que vous l'utilisez pour poser le contenu dedans ou vous utilisez vraiment des champs spécifiques à vos publications pour que ça soit vraiment arrimé champ à champ avec Airtable? C'est vraiment champ à champ. Je vais me permettre même un petit partage rapide là, d'écran, parce qu'il n'y a rien de confidentiel ici. Tantôt, je vous montrais là, les courriels contacts, par exemple, nom du contact. Ces informations-là qui sont publiques, qui sont disponibles sur le site, sont vraiment organisées dans les champs personnalisés ici. Champs personnalisés. Donc, les champs personnalisés des œuvres, ils ont été construits un à un, vraiment, là, puis on va aller chercher l'identifiant de ces champs-là pour faire la correspondance entre la colonne dans Airtable et le champ final sur le site. C'est vraiment comme ça que ça a été monté. Dans ce cas-ci, dans le cas des œuvres, il y a 23 champs qui sont disponibles. Donc, il y a 23 colonnes qui ont été associées une à une. Je reprends le micro. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, c'est ça. Alors, je dis ça parce que ça vous donnerait l'opportunité de permettre aux utilisateurs de la passerelle de produire du contenu original en lien avec chacune des publications directement à partir de WordPress avec le champ page interne qui serait plus flexible et qui serait optionnel, c'est-à-dire qu'il n'apparaîtrait pas sur le site s'il n'y a rien, il apparaîtrait seulement s'il y a quelque chose. Et c'est ce qu'on fait pour la boîte à outils, de sorte que c'est des fiches d'information à propos des ressources, mais dans certains cas, quand on utilise page interne, la fiche d'information devient la ressource elle-même, par exemple, pour comparer différents systèmes de diffusion vidéo pour les télévisions, on pouvait faire une évaluation comparative et puis présenter comme contenu, mais ce qu'on mettait dans Airtable, c'est seulement les informations à propos de cette ressource. Mm-hmm. Je comprends. Oui, c'est une approche. De notre côté, c'est plus, par exemple, une information qui ne serait pas disponible ou qui ne serait pas pertinente à être affichée. Il y a des conditions d'affichage aussi qui sont programmées, mais vraiment plus du côté WordPress. Mais c'est intéressant ce que tu apportes. Puis on peut même imaginer des scénarios hybrides aussi. Là, on a mappé 23 champs. Il pourrait y en avoir 21 qui sont mappés depuis la base de données, 2 qui sont laissés libres du côté WordPress. Il y a aussi une question d'expérience utilisateur. Là. Le risque d'être dans des situations hybrides, c'est que, comme je disais tantôt, il y a des choses que quand on les change dans WordPress, elles vont être écrasées à la prochaine synchro. Mm-hmm. Fait que là, nous, évidemment, on va être, je pense qu'il faut être super transparent, puis il n'y a pas de surprise là. On est dans les premiers déploiements, c'est un outil en version 1.0. Je pense qu'on s'en est tenu à une approche prudente sur la façon de le déployer. Mais oui, je pense qu'on pourrait arriver à des scénarios-là. Puis, il n'y a rien qui empêche aussi qu'éventuellement, on pourrait avoir si on voulait ne pas utiliser des custom fields dans WordPress, de faire en sorte que dans Airtable, il y a une formule qui fusionne ensemble l'information venant de plusieurs colonnes dans un seul blob de texte qui, lui, va être publié dans un champ texte. Tout ça se fait. C'est pour ça qu'on disait que c'est un coffre à outils dans la mesure où, quand on comprend les capacités et les limitations, mais là, ça donne tout le vocabulaire pour être, comme je disais, cohérent avec les deux écosystèmes. Dans Airtable, les champs formules permettent de mettre ensemble des choses. On peut le travailler comme ça pour publier de façon différente. Fait qu'il y a pas de. Nous, dans le cas du Rapace, c'était logique de faire du mapping champ par champ.
parce que chacun des champs, puis champ par champ, c'est pas vrai, parce qu'il y a des champs qui sont pas du tout envoyés vers WordPress. En tout cas, c'est ceux qui sont utiles, mais eux, il fallait qu'ils soient là un pour un. Mais il y a d'autres contextes qui pourraient faire en sorte que ça va être différent, c'est sûr. Oui, en langage de programmation aussi, c'est peut-être ça qu'il faut la peine de préciser. La raison pour qu'on utilise ACF aussi, Advanced Custom Fields, ce que je viens de montrer avec les champs mappés, c'est qu'il y a une interface utilisateur. Il y aurait des façons de programmation plus faciles ou en tout cas plus directes pour aller prendre des champs d'Airtable, les envoyer vers WordPress, mais étant donné que Advanced Custom Fields donne une interface pour dire quel type de champ c'est, est-ce que c'est une catégorie, est-ce que c'est un texte, etc. Ben, ça fait en sorte que plus d'utilisateurs vont être en mesure d'utiliser l'interface puis de faire des correspondances entre les champs d'Airtable et WordPress. J'ai pas d'autres mains levées. Je pense qu'on a posé plusieurs questions puis on avait 1 heure de prévu. Là, on pourrait peut-être prendre une dernière question s'il en reste une. Sinon, on demeure disponible aussi pour des questions, évidemment, avec plaisir, là. Par après, par courriel ou autre. Surtout s'il y a des cas d'implantation, ça me ferait plaisir aussi de donner un coup de main ou de partager mes connaissances côté WordPress. N'hésitez pas, mais si une dernière question, on peut la prendre là, avant peut-être de clore la réunion. On a eu beaucoup de remerciements et félicitations en passant, Christian, c'était pas vu. Peut-être où est-ce qu'on pourrait poursuivre la conversation? Ce serait ma question. J'ai oublié de le mentionner, mais je ne sais pas, Yannick, ce que tu allais répondre, mais le GitHub, il y a une section Issues. Encore une fois, il n'y a pas de mot français, là, mais c'est probablement le meilleur endroit pour soumettre des idées, des questions, des suggestions. Puis dans le GitHub, on a aussi mis la façon de procéder pour ceux qui voudraient contribuer. Même principe, là, c'est standard GitHub, là, je vais tout le dire en franglais, là, faire un fork, faire ces modifications, puis faire un pull request après. Voilà. Mais je pense que c'est le GitHub. Sinon, on avait-tu mis nos adresses? Ah, j'ai mis juste les sites web, je n'ai pas mis les adresses. Mais info attrapage, super. Là, j'ai mis mon courriel, mais sinon, si vous voulez parler à Yannick ou Christian, je vais vous donner notre coordonnée. Là, vous pouvez les écrire en même temps. Oui, je peux bien partager le mien, là, sans problème. Peut-être plus des communications 1 à 1, là, je pense, à ce point-ci. Oui, c'est ça. Super, je pense que ça clôt bien la rencontre, mais je vais te laisser le mot de la fin, Mylène. Ben, écoute, tout simplement dire merci d'avoir été là. Puis je pense que c'est vraiment un bon outil là, qui pourrait être bénéfique à tous. Puis justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter là, pour plus d'infos. Merci beaucoup. L'enregistrement va être disponible. Je ne me rappelle plus si on l'a mentionné, mais l'enregistrement va être disponible aussi. Là, on va déposer dans les prochains jours. Ouais. Merci. Bonne fin de journée, tout le monde. Salut. Bye. Bye bye.